Merci, Monsieur le Président. Merci à l'Association des médecins praticiens de Schleuf pour la qualité de l'accueil et félicitations pour la réussite de l'organisation de tous les forums qu'elle organise depuis bientôt une vingtaine d'années. Donc on va parler de syndrome cardio-rénal chez le sujet diabétique. Pourquoi le choix de ce thème? Parce qu'on sait tous on sait très bien que le diabète actuellement, la prévalence du diabète ne fait qu'augmenter de par le monde, et on sait très bien que le diabète est un des facteurs les plus importants dans la morbimortalité cardiovasculaire qui constitue actuellement la première cause de mortalité de par le monde. Alors le diabète également est connu pour son implication, si vous voulez, dans cette mortalité cardiovasculaire. Le rein et le cœur sont les deux organes les plus fréquemment touchés au cours de la maladie diabétique. Alors, le cœur donc, est fréquemment touché, il est touché de point de vue morphologique et de point de vue fonctionnel. Donc, on peut avoir des hypertrophies ventriculaires gauche, comme on peut avoir un dysfonctionnement du ventriculaire qui est à l'origine de l'insuffisance cardiaque, qui est l'aboutissement, bien entendu, de plusieurs mécanismes dont l'hyperglycémie joue un rôle primordial. Donc, il joue un rôle primordial dans la genèse de ces maladies cardiovasculaires, donc accompagné bien sûr de toute l'activation du système rénine-angiotensine, du système sympathique, de dysfonctionnement de la mitochondrie et plusieurs anomalies qui contribuent donc à un dysfonctionnement microvasculaire et un dysfonctionnement macrovasculaire, conduisant donc à une fibrose cardiaque qui est à l'origine de dysfonction systolique ou diastolique du cœur. Alors, l'insuffisance cardiaque chez le diabétique, elle est fréquente et elle est de mauvais pronostic. On estime actuellement que plus de 64 millions de diabétiques présentent une insuffisance cardiaque de par le monde. 40% des malades chez qui le diagnostic de diabète et d'insuffisance cardiaque est posé décéderont dans les 3 années qui suivront, contre 4 des sujets diabétiques, seulement diabétiques, ce qui veut dire que la présence d'une insuffisance cardiaque multiplie par 10 la mortalité cardiovasculaire ou la mortalité due à cette insuffisance cardiaque par rapport aux sujets qui sont indemnes de cette insuffisance cardiaque. C'est dire que l'insuffisance cardiaque, elle est très fréquente, on en voit de plus en plus sur le plan pratique et elle est cause de mortalité précoce puisque dans les 3 ans qui suivent, 10% pratiquement, 10 fois la mortalité multipliée par 3. Le rein est également la plus grande cause, si vous voulez, une des grandes localisations de ces complications cardiaques et rénales chez le diabétique. Et vous voyez que le diabète est la première cause d'insuffisance cardiaque qui mène à la dialyse de par le monde, suivie par l'hypertension artérielle. Ce qui est plus grave dans l'atteinte rénale du diabétique, c'est qu'elle reste le plus souvent silencieuse, notamment dans les stades 1 à 3. Et donc le diagnostic est porté très fréquemment de façon retardée. C'est d'où l'intérêt donc de la prévention cardiovasculaire et de la prévention de la protection de la néphroprotection et de la cardioprotection qui sont développées depuis pratiquement une vingtaine d'années. Donc le rein est touché par une dilatation de l'artère afférente, par le remaniement qui conduit à la fibrose au niveau glomérulaire, ce qui donne donc des protéinuries et une augmentation donc de l'incidence de l'insuffisance rénale au cours de diabète. Alors, le syndrome cardio-rénal, c'est quoi le syndrome cardio-rénal? Donc, l'association de ces deux atteintes, atteinte rénale et atteinte cardiaque. Donc, il est défini comme tout désordre cardiaque et rénal par lequel un dysfonctionnement aigu ou chronique dans un organe peut induire un dysfonctionnement aigu ou chronique dans l'autre.
Donc, cette définition qui n'est pas adoptée par tout le monde parce que sur le plan physiopathologique, il y a d'autres données actuelles qui refusent en quelque sorte qu'un organe donne une complication au niveau d'un autre organe. C'est beaucoup plus, les deux organes sont atteints de façon simultanée et la décompensation d'un organe, de premier organe, pourrait dans un deuxième temps aboutir à la décompensation du deuxième organe, ce qui donne donc la décompensation des deux organes et définit par conséquence le syndrome cardio-rénal. Alors les interactions entre le système cardiovasculaire et le rein sont connues et décrites depuis de nombreuses années et ont conduit à la description du syndrome cardio-rénal. Il est bien établi qu'un grand nombre de patients avec une décompensation cardiaque aiguë se présentent avec des degrés variables de dysfonctionnement cardiaque et rénal, et le terme cardio-rénal syndrome est utilisé de plus en plus, mais sans définition bien acceptée, et ce depuis une quinzaine d'années environ. Quelle est donc la prévalence de ce syndrome cardio-rénal dans la population générale? Vous voyez que l'atteinte rénale, les maladies rénales sont très fréquentes dans la population générale. 9 à 15% des adultes auraient une atteinte rénale. La prévalence de l'insuffisance cardiaque n'est pas connue chez l'adulte. On estime qu'elle est supérieure à 2% chez l'adulte, dont la moitié sont des formes diastoliques ou ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque à fonction d'éjection préservée. Et vous voyez l'association des deux, de l'insuffisance cardiaque et de l'atteinte de maladie rénale, touche pratiquement 1% des adultes dans le monde, donc ce qui veut dire que cette atteinte est très fréquente et que souvent l'insuffisance cardiaque elle est de type elle est beaucoup plus fréquente, donc ce syndrome cardio-rénal est beaucoup plus fréquent chez les sujets atteints d'insuffisance cardiaque, puisque la moitié pratiquement sont atteints de ce syndrome. Alors, le syndrome cardio-rénal est plus fréquent chez l'insuffisant cardiaque en décompensation aiguë. Et vous voyez dans ce rapport de 2007, le rapport ADER, qui pratiquement les données de 120 000 patients. Et vous voyez que pratiquement plus de 90% des sujets atteints d'insuffisance cardiaque présentent une altération de la fonction rénale. Moins de 10% qui ont une fonction rénale normale lors d'une décompensation cardiaque aiguë. Alors, le cœur également, donc la présence de ce syndrome cardio-rénal donc chez l'insuffisance cardiaque complique les choses sur le plan clinique et on n'arrive pas à distinguer la part de l'insuffisance rénale par rapport à la part de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que les signes que présente cliniquement le patient sont en faveur de la décompensation cardiaque ou beaucoup plus d'une insuffisance rénale? Même sur le plan biologique, les BNP peuvent être augmentés au cours de l'insuffisance rénale en absence de l'insuffisance cardiaque, alors qu'ils sont dans leur pratique recherchés beaucoup plus pour confirmer l'atteinte ou la décompensation cardiaque. Comme par ailleurs, également, la présence d'une surcharge hydrique ou d'une rétention hydrosodée, elle peut être due soit à l'aggravation de l'insuffisance rénale, comme elle peut être due à l'aggravation de l'insuffisance cardiaque. Donc les choses sont compliquées sur le plan clinique de point de vue attaché ou rattaché plutôt un des symptômes, soit à l'insuffisance cardiaque, soit à l'insuffisance rénale. Alors, vu la complexité de ce syndrome, donc des auteurs ont essayé de classer les syndromes cardio-rénaux en 5 syndromes, et c'était une classification de 2007. Et donc, vous voyez que le syndrome cardio-rénal de type 1, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë qui entraîne une insuffisance rénale aiguë. Le syndrome cardio-rénal chronique, c'est l'insuffisance cardiaque chronique qui entraîne une insuffisance rénale chronique. Le réno-cardiaque, donc type 3, c'est le réno-cardiaque, c'est beaucoup plus l'atteinte rénale qui entraîne une atteinte cardiaque dans le cadre aigu. Et le réno-cardiaque type 4, c'est l'insuffisance rénale chronique qui entraîne une insuffisance rénale cardiaque chronique. Le 5e, et c'est le cas du syndrome cardio-rénal au cours du diabète, ce sont donc des facteurs systémiques qui contribuent à l'atteinte simultanée de l'atteinte cardiaque et de l'atteinte rénale.
Et vous retenez bien entendu que le syndrome cardio-rénal de type 1, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque aiguë qui entraîne une insuffisance rénale aiguë, est le type le plus fréquent sur le plan pratique et le plus analysé également sur le plan physiopathologique. Et vous voyez la complexité de cette physiopathologie pour que le type 1 et le type 2, c'est l'atteinte cardiaque qui entraîne l'atteinte rénale. Le type 3 et le type 4, c'est l'atteinte rénale qui entraîne l'atteinte cardiaque via plusieurs mécanismes, que ce soit des facteurs hémodynamiques ou autres qui favorisent beaucoup plus l'inflammation et l'installation de la fibrose au niveau des deux organes. Donc là, un schéma encore plus simplifié, vous voyez que le type 2, le type 3, le type 4, le type 2, le type 1 donc, passe de l'atteinte d'un organe à un autre via des mécanismes hémodynamiques ou non hémodynamiques. Par contre, le type 5, il aboutit à l'atteinte des deux organes par un autre moyen. C'est beaucoup plus une atteinte systémique. Le plus souvent, dans le cadre de la maladie diabétique, le plus souvent, c'est une atteinte inflammatoire qui conduit à une fibrose des deux organes. Là, c'est pour vous donner un exemple sur la complexité également du type le plus fréquent, le type 1. Vous voyez que pour que le cœur, l'atteinte du cœur aboutit à une atteinte du rein, elle passe par plusieurs mécanismes très compliqués qui aboutissent à la fin à une atteinte, à une décompensation rénale en même temps que la décompensation cardiaque. Pour le type 5, vous voyez, le diabète, elle fait partie donc, de plusieurs facteurs systémiques, que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité, le syndrome métabolique, l'hypertension ou l'amylose, peuvent, via l'installation d'une inflammation et d'une fibrose, aboutir à une atteinte simultanée des deux atteintes au niveau du rein et au niveau du cœur. Donc tous les travaux récents concluent que la fibrose, qui est la conséquence de l'inflammation et du stress oxydatif, est un phénomène commun qui conduit donc à une atteinte simultanée de l'atteinte cardiaque à type d'insuffisance cardiaque et aux maladies rénales représentées essentiellement par cette aggravation de la chute de la filtration glomérulaire. Donc on reprend cette classification, vous voyez très bien que cette classification est basée beaucoup plus sur quel est l'organe qui est atteint en premier lieu. Donc le type 1 et le type 2, c'est le cœur qui est touché en premier lieu, le rein est touché en deuxième position, le type 3 et le type 4, c'est le rein qui est touché dans un premier temps, et secondairement, ça sera donc l'atteinte cardiaque. Et c'est pour cela que c'est beaucoup plus une classification basée sur l'étiologie, qui est l'organe le premier atteint, qui est le plus atteint en premier. Et il y a une proposition d'une nouvelle classification très récente qui classe beaucoup plus sur le mode d'installation. C'est une approche beaucoup plus clinique, donc sur le mode d'installation. Soit il s'agit d'un syndrome cardio-rénal aigu, soit il s'agit d'un syndrome cardio-rénal chronique. Chez les deux, donc l'atteinte cardiaque, est-ce qu'elle est due à une atteinte valvulaire ou non valvulaire? Et on doit par la suite apprécier l'état du patient. Est-ce qu'il y a une surcharge hydrique? Est-ce qu'il y a une congestion? Est-ce qu'il y a des facteurs hémodynamiques qui prédominent et qui décompensent et qui vont conduire beaucoup plus à une décision thérapeutique différente? Soit on est en hypovolumie, soit on est en hypervolumie. La conduite, donc ça serait beaucoup plus une classification qui facilite la prise en charge des patients. Alors, souvent, l'atteinte rénale est connue ou diagnostiquée à un stade tardif, c'est-à-dire quand la créatinine augmente, quand l'insuffisance rénale est là. Et on a essayé de développer des biomarqueurs qui révèlent l'atteinte ou le dommage rénal avant qu'il y ait une installation de l'insuffisance rénale. Et plusieurs biomarqueurs ont été développés et qui sont en cours d'évaluation pour faire le diagnostic de l'insuffisance de l'atteinte rénale ou de l'atteinte cardiaque le plus précocement possible avant qu'il y ait des symptômes cliniques. Et ça, c'est le défi, si vous voulez, de la science actuelle.
Alors, donc, pour faire le diagnostic du syndrome cardio-rénal, donc, il faut faire, bien entendu, l'évaluation de l'atteinte cardiaque et l'évaluation de l'atteinte rénale en même temps. Et plusieurs approches donc, sont proposées. Pour l'atteinte rénale, donc, vous avez le taux de créatinine, vous avez donc, le dosage de sodium urinaire, vous avez donc, le dosage des gaz du sang également. Et vous pouvez même faire un échodoppler au niveau rénal pour confirmer la stase veineuse au niveau rénal, qui est une stase qui serait néfaste ou pour le fonctionnement du rein. Sur le plan cardiaque, bien entendu, ça passe avant tout par une échocardiographie donc pour évaluer la fraction d'éjection et rechercher les pressions de remplissage. Donc par le dosage des BNP et des pro-BNP et par scorer le patient pour le classer, soit il s'agit d'une insuffisance cardiaque du type fraction préservée, d'éjection préservée ou à fraction d'éjection altérée. Donc, pour la conduite à tenir, donc ça c'était un programme, une approche, si vous voulez, de la décision devant un syndrome cardio-rénal avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et c'est elle qui pose le plus de problèmes généralement en pratique. C'est pour cela que les publications actuelles tendent à clarifier la façon de faire le diagnostic chez ces patients qui posent un problème fréquemment en pratique. Donc, l'approche également de traitement de ces syndromes passe également par l'approche de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque à fonction préservée. Et vous voyez qu'après une évaluation clinique et paraclinique, donc on peut voir approcher le patient selon la présence ou pas de congestion. Donc, et pour s'il y a une congestion, bien entendu, donc on doit commencer par les diurétiques, par vider l'excès en eau, et par la suite, donc on doit plusieurs. Donc, c'est un peu délicat et parfois ça nécessite souvent nécessite l'implication de plusieurs spécialités entre cardiologues, internistes, réanimateurs et néphrologues pour la gestion de ce syndrome qui pose souvent un problème sur le plan résultat, parce que les résultats souvent ne sont pas très bons et on peut avoir recours à des moyens plus lourds dont on ne dispose pas sur le plan pratique. Allez, quel est l'impact de la dysfonction de ce syndrome cardio-rénal sur le plan cœur et rein? L'association de la dysfonction rénale et la dysfonction cardiaque grève le pronostic des malades. On constate une majoration du risque à court terme de maladies cardiovasculaires, une augmentation de la durée de séjour, une majoration du taux de réadmission, un risque accru de développer une dysfonction rénale et une augmentation de la mortalité hospitalière et non hospitalière. Donc le pronostic, il est lourd. Et il est grévé également d'autres complications. Donc, on peut avoir une décompensation hépatique, on peut avoir une décompensation respiratoire aiguë, comme on peut avoir une aggravation aiguë de l'insuffisance rénale, donc exigeant la mise sous dialyse. Alors, dans la revue, si vous voulez, dans la revue que j'ai faite en préparant cette présentation, on retrouve un terme nouveau, cardio-rénal métabolique syndrome. Est-ce que donc il s'agit de cardio-rénal syndrome ou cardio-rénal métabolique syndrome? Donc, dans une publication récente, donc, le cardio-rénal métabolique syndrome, donc, il est défini comme un syndrome multidimensionnel, donc, qui nécessite la participation de plusieurs spécialités, et que les symptômes cliniques sont fluctuants et ne sont pas, donc ils évoluent dans le temps, et que le traitement est également complexe et ça pose également des problèmes sur le plan diagnostique et prise en charge. Donc, j'ai essayé de revoir d'où vient ce terme de cardio-rénal métabolique syndrome, et j'espère que je ne me trompe pas, que la première publication a été donnée par Swartz en 2011 et qui définit ce syndrome de cardio-rénal métabolique syndrome comme l'association d'un surpoids, d'une obésité avec une maladie rénale et une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, puisque c'est lui le premier qui dit que nous appelons cette constellation de maladies comme un syndrome
métabolique, un cardio-rénal métabolique syndrome, comme extension par rapport au syndrome métabolique qui développe des complications cardio-rénales. Et depuis, je pense que la littérature actuelle, on l'utilise de plus en plus parce que même les désordres métaboliques et les désordres sur le plan poids et surpoids sont à l'origine de pas mal de complications cardio-rénales qui peuvent bénéficier des thérapeutiques actuelles qu'on va évoquer par la suite. Alors, le syndrome métabolique cardio-rénal donc, est un syndrome qui devient épidémique et qui touche plusieurs pays. Et le même auteur dit que le pivot, si vous voulez, de la définition ou de la physiopathologie de ce syndrome, c'est la présence de l'obésité, notamment l'obésité centrale. C'est pratiquement la définition du syndrome métabolique qu'on connaît. Et il décrit même, il propose même un schéma, si vous voulez, physiopathologique de l'intervention de système adipeux dans la genèse de ce cardio-rénal métabolique syndrome. Professeur Chiban, il vous reste 2 minutes. 2 minutes? Oui. Oh là là, on a l'essentiel. Donc la protection cardio-rénale, donc la question, c'est le cœur de la question si vous voulez, donc on va essayer de voir ça rapidement. Donc vous voyez que la protection cardio-rénale est passée beaucoup plus par le blocage du système rénine-angiotensine pendant une vingtaine d'années. Actuellement, on a tendance à développer des médicaments qui utilisent les autres voies dans la genèse de cette fibrose cardio-rénale. Donc on dispose de 3 grandes classes thérapeutiques pour la prévention cardiovasculaire. La première, c'est les inhibiteurs du SGLT2 qui ont montré leurs bénéfices dans la protection cardio-rénale. Je passe donc via une augmentation de la glycosurée et une augmentation de la natriurèse également. Donc ce qui a un bon effet sur sur le plan hémodynamique et qui contribue donc à l'amélioration sur l'insuffisance cardiaque. Et l'amélioration également de la diminution des ROS qui sont des éléments importants dans le développement de l'inflammation chez l'insuffisant cardiaque. Donc, elles sont connues. Donc, 3 grandes études ont prouvé l'impact ou l'apport de ces inhibiteurs de SGLT2 dans la prévention des hospitalisations, puisqu'ils réduisent de 30% le taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et vous avez les 3 dernières grandes études qui ont montré également l'importance de ces traitements, notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et c'est pratiquement les premiers médicaments qui agissent sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Sur le rein également, donc, il y a un bon effet sur la réduction de l'insuffisance rénale. Et on connaît très bien que les SGLT2 ont bénéficié ces derniers temps d'une avalanche d'études qui ont prouvé leur effet sur la prévention cardiaque et rénale. 3 grandes études également ont été publiées dans l'ESD 2022, Credence, DAPA et Impact Kidney, qui confirment l'apport des SGLT2 dans la prévention chez le rénal, chez le diabétique microalbuminurique et non microalbuminurique. Deuxième classe, ce sont les agonistes donc, du GLP-1, des récepteurs du GLP-1, et on connaît très bien l'apport des GLP-1 sur la physiologie et leur rôle dans la prévention cardiovasculaire. Il y a au moins 7 CVOT qui ont comparé donc, les GLP-1 au placebo et qui confirment la prévention cardiovasculaire donnée par ce groupe de médicaments. Et ils réduisent les événements cardiovasculaires de 13%. Donc, et de la mortalité également. Une autre méta-analyse de 8 CVOT confirme également leur apport dans l'atteinte rénale et dans l'atteinte cardiovasculaire. Et vous voyez ici que les GLP-1 agonistes donc, ont un effet pour les MACE, ont un effet pour réduire l'insuffisance cardiaque, pour améliorer le devenir rénal. Et une dernière étude, une méta-analyse de 23 CVOT qui compare les inhibiteurs de DPP4, les inhibiteurs du SGLT2 et les agonistes du GLP-1.
et qui confirme que les bloqueurs, les inhibiteurs de SGLT2 et les GLP1 agonistes ont un très bon impact sur la prévention cardiovasculaire comparativement aux inhibiteurs de DPP4 et au placebo. Donc, même les études de vie réelle confirment l'apport de ces deux molécules, que ce soit les inhibiteurs de SGLT2 ou les agonistes de GLP1, et qui confirment leur apport dans la prévention cardiovasculaire, bien que les bloqueurs de système de SGLT2 sont préférés en présence d'insuffisance cardiaque, et les GLP1 agonistes sont préférés dans la prévention cardiovasculaire, notamment quand il existe une obésité ou un surpoids, ou quand ces premiers médicaments sont mal tolérés ou contre-indiqués chez ces patients. Un troisième groupe de médicaments donc, qui est né ces dernières années, c'est les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes non stéroïdiens. Donc la finérenone est le médicament phare actuellement qui a réduit le développement de l'insuffisance rénale chez le sujet diabétique et non diabétique. Et actuellement, on sait très bien qu'il y a une réduction de l'insuffisance cardiaque, une réduction de la mortalité cardiovasculaire. Donc il a, comme les deux autres classes, il a des effets pléiotropes qui ont diminué la morbimortalité cardiaque et a diminué donc les complications rénales. Donc on dispose actuellement en Europe et aux États-Unis d'un seul médicament, c'est la finérenone. L'hexaérenone est publié et plutôt commercialisé qu'au Japon pour l'hypertension artérielle. Alors, les dernières recommandations de l'OSD-ADA 2022, pour les 4 objectifs de ces recommandations, la protection rénale figure parmi les 4 grands objectifs de la prise en charge du diabétique. Et vous voyez qu'il préconise en première position, juste après la metformine, l'utilisation des agonistes du GLP1 et les inhibiteurs du SGLT2. Et quand l'hémoglobine glyquée n'est pas aux objectifs, on peut associer les deux. Donc, le GLP1 peut prouver quand il y a une atteinte cardiaque. SGLT2 quand il y a une insuffisance cardiaque. Donc, je passe sur le détail. Et juste ça, c'est important, c'est que l'indication de ces médicaments, que ce soit les agonistes du GLP1 ou les inhibiteurs du SGLT2, elle est indépendante de l'utilisation préalable de la metformine, comme elle est indépendante du taux de l'hémoglobine quand on a une insuffisance cardiaque, une maladie rénale ou bien une maladie cardiaque avérée ou plusieurs facteurs de risque. On les utilise pas pour faire réduire l'hémoglobine glyquée, mais on les utilise beaucoup plus pour leur protection cardio-rénale. Donc, les bloqueurs du SGLT2 sont utilisés beaucoup plus pour l'insuffisance cardiaque. Et pour, je termine. Juste pour dire que dans le futur, on s'attend beaucoup plus à des recommandations dans le futur qui préconisent une bithérapie à base de GLP1, agoniste du GLP1 et bloqueur du système de SGLT2 d'emblée chez le sujet diabétique à haut risque. En conclusion, le syndrome cardio-rénal est fréquent chez le sujet diabétique. Il grève lourdement le pronostic chez le diabétique de type 2. La physiopathologie est de plus en plus connue actuellement, donc elle est basée sur l'inflammation et la fibrose. De nouvelles molécules améliorent le devenir cardiovasculaire, les agonistes du GLP1 et les inhibiteurs du SGLT2 et la finérenone. Mais quels que soient les progrès pharmacologiques, si vous voulez, tous ces progrès pharmacologiques sont contrebalancés par l'explosion du surpoids
du développement du diabète de par le monde et qui ne peuvent donc, on ne peut stopper cette mortalité cardiovasculaire si on n'agit pas sur les changements de style de vie. Et ça, c'est notre devoir, nous, en tant que médecins, dans la sensibilisation de la population et le rôle, bien entendu, des autorités dans l'éducation de la population. Et je vous remercie. Merci, professeur Chiban. 2 questions pour professeur Chiban. Question courte. Au fond de la salle, il n'y a pas de questions? Merci beaucoup. Professeur Chiban, j'ai des choses à éclaircir profitant de votre présence. On a eu une petite discussion ce matin. Moi, je voulais être plus large dans ma question. Est-ce que d'abord, dans le problème de l'insuffisance du syndrome cardio-rénal, c'est une notion ancienne, maintenant il nous ressort le problème de métabolique syndrome cardio-rénal. Donc c'est beaucoup plus pour les diabétiques. Est-ce qu'à votre avis, on interroge d'abord le rein ou le cœur dans une atteinte? Si c'est le stade 1, si j'ai bien compris, c'est l'atteinte primairement du cœur. Maintenant, est-ce que l'orientation à travers des biomarqueurs lésionnels ou fonctionnels, on arrive à déterminer l'organe atteint? Deuxième chose, ça c'est pour la part de l'intervention thérapeutique. Bon, je pense que les diurétiques font bien pour la décharge cardiaque, si vous y convenez. Maintenant, est-ce qu'on est en droit de doser, enfin de donner des doses élevées de diurétiques au risque de... On est pris par le temps. On a une petite question pour une réponse rapide. La question, c'est que décharger le cœur n'altère pas la fonction rénale vu l'hypovolémie. Très bien, très bien. Donc, oui. Donc, pour le syndrome cardio-rénal est développé beaucoup plus dans les 2 dernières décennies. Donc, on s'intéresse beaucoup plus au syndrome cardio-rénal depuis une quinzaine d'années. Et le syndrome métabolique cardio-rénal est une nouveauté, si vous voulez, sur le plan appellation. Alors, pourquoi? Parce que ce syndrome est en progression importante du point de vue prévalence et est à l'origine de plus en plus de syndrome cardio-rénal. Quant à l'utilisation des diurétiques, bien entendu, tout dépend de l'état du patient. Est-ce qu'il est en congestion ou il n'est pas en congestion? Et en cas de congestion, bien sûr, ils sont préférés et ils sont donnés à des schémas très systématisés, si vous voulez, et en milieu hospitalier, bien entendu. Merci, professeur Chihan. Avant de clôturer la session du matin, on appelle le docteur Laifa pour donner le trophée professeur Chiban. Merci. Merci. On remercie nos maîtres et l'assistance et on clôture la session du matin et rendez-vous l'après-midi. À 13h30. Hein. 13h30. Juste après le...